20h30, merci d'avoir choisi la chaîne sénégalaise pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de la grande édition. Au total, 3,873 tonnes kilogrammes. Cette opération entre dans 125 kg de cocaïne ont été incinérés ce vendredi à Dakar par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. L'incinération a été faite en présence du directeur de l'Octrice et du ministre de l'Intérieur. Fraude au concours de recrutement des élèves maîtres 2013-2014. L'Union des enseignants du Sénégal invite l'État à ouvrir une enquête alors que le ministère de l'Éducation nationale a décidé de retirer le nom de 690 candidats de la liste des 2545 admis. Ebola, le Nigeria décrète l'état d'urgence au terme d'une réunion de 2 jours. L'Organisation mondiale de la santé a décrété ce vendredi que le virus Ebola représentait une urgence de santé publique de portée mondiale. Et puis en sport, le stade Léopold Sédar Senghor désormais sous vidéosurveillance avec une quarantaine de caméras qui seront installées à l'intérieur et à l'extérieur. Les fauteurs de troubles dans les stades sont donc avertis. Et puis pour terminer, c'est officiel, à 36 ans, l'international ivoirien Didier Drogba vient d'annoncer la fin de sa carrière internationale avec les éléphants. Voici pour les titres, le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Ravi de vous retrouver pour cette présente édition. Je vous le disais au sommaire, 3,861 tonnes de chanvre indien et 1,25 kg de cocaïne. C'est ce qui a été réduit en cendres ce vendredi matin. C'était à l'occasion de la première cérémonie mensuelle d'incinération de drogue présidée par le ministre de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo exhorte les forces de sécurité à redoubler d'efforts en cette période de préparatif de la fête de la Tabaski. Mohamedou Diallo, Maria Messi pour le compte rendu. Le cadre de la première cérémonie mensuelle d'incinération de drogue. Pour cette occasion, c'est une bonne quantité de drogue de diverses variétés saisies depuis le mois de juillet qui est transformée en cendres. Nous avons incinéré 3 tonnes, 861 kg et 609 cornets de chanvre indien. D'autre part, donc, pour ce qui est de la cocaïne, donc, nous avons incinéré 1,25 kg. Par rapport à la dernière séance d'incinération du 26 juin, la quantité de drogue provenant des pays voisins a considérablement baissé. On a remarqué que depuis que donc, on a établi quand même les contrôles et qu'il y a eu beaucoup de saisies, donc que sur le marché, cette variété est devenue rare. Et toutes les saisies, disons la quasi-totalité des saisies que nous avons effectuées entre juin et maintenant portent sur cette variété locale qu'on appelle le Fogni et qui est cultivée au sud du pays et à la frontière avec la Gambie. On a remarqué qu'il n'y a pas eu de saisie au niveau de l'aéroport de Dakar. Donc ça vraiment c'est à saluer. Satisfaite, oui, mais ces autorités sont conscientes que la vigilance devrait être plus accrue au niveau des frontières, surtout en cette période où la fête de Tabaski se profile à l'horizon. Il y aura beaucoup d'importations de moutons, enfin avec des camions bien sûr, et là vous vous rendez compte quand même que les dealers seraient tentés justement donc les trafiquants, j'allais dire, donc de profiter de cette opération pour faire encore convoyer de la drogue dans le pays. Et là, même si nous avons décidé de réduire un peu les contrôles, nécessairement ils continueront de s'opérer pour que nous ne soyons pas surpris. Instaurées par le comité interministériel de lutte contre la drogue, les cérémonies mensuelles d'incinération de drogue traduisent la volonté des forces de sécurité de lutter en toute synergie contre le trafic de stupéfiants.
Les autorités songent déjà à un autre lieu pour l'incinération des drogues, vu toutes les conséquences néfastes que ces opérations pourraient entraîner sur la santé des populations des Mamelles. C'est une assurance faite par le directeur de l'Office central pour la répression du trafic de drogue, Mame Seydou Ndour, que nous écoutons justement au micro de Mouhamadou Diallo une fois de plus. Les gens sont en discussion et il va falloir peut-être délocaliser parce que c'est traditionnellement qu'on faisait en fait l'incinération ici même. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'habitation tout aux alentours, comme vous pouvez le voir. C'est des immeubles qui naissent. Donc, certainement, avec les autorités, on va se concerter quand même pour voir un autre endroit beaucoup plus approprié où on pourra quand même faire l'incinération sans poser de préjudice à qui que ce soit. Nous leur demandons tout simplement de nous excuser. Nous le faisons pour la bonne cause et pour la bonne raison, pour protéger notre pays, notre jeunesse. Il est nécessaire quand même qu'on puisse le faire et que tout le monde voit ce qui se fait. C'est tout simplement ça. Mais loin de nous l'idée de vouloir les préjudicer. Et nous nous en excusons encore. Oui, nous sommes à la recherche. Je vous ai dit, nous sommes à la recherche. Il y a des sites hors de Dakar, etc. Il y a des sites où on peut aller et on va réfléchir à ça, voir comment faire en sorte de ne pas poser de préjudice à qui que ce soit. Nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques. Nous parlons à présent éducation. L'Union des enseignants du Sénégal a invité ce vendredi les autorités nationales de l'éducation à ouvrir une enquête sur les cas de fraude enregistrés lors du dernier concours de recrutement des maîtres élèves pour que les véritables responsables de ces forfaits soient tout simplement sanctionnés. Cette frange du système éducatif fustige également le fonctionnaire de son ministère qui, selon elle, devrait s'ouvrir davantage à tous ses partenaires. Gou Niagnan, leur secrétaire général, porte leur voix au micro de Ndayamina Gueye et Emefal. Nous voyons notre école cheminer irréversiblement et presque rapidement dans l'abîme. Relativement au scandale qu'on a eu à constater cette année, notamment les fuites constatées lors de l'examen du BFM, les résultats catastrophiques enregistrés au niveau des différents examens, de du BFM et même du bac, mais aussi et surtout les fraudes supposées constatées lors du concours de recrutement des élèves maîtres. Ceci nous conforte dans ce que l'Union des enseignants du Sénégal a toujours dit. Il faut une réflexion approfondie autour de la place de l'enseignant. Il faut mettre l'enseignant à sa place. Nous nous félicitons que le ministre n'ait pas eu à étouffer ce scandale. Parce que ça aurait été pire si ces pratiques-là perduraient. Mais nous disons aussi que ce qui est fait, à notre avis, est insuffisant. Il ne faudrait pas administrativement sanctionner les élèves maîtres supposés être fraudeurs. Il ne faut pas se limiter à sanctionner le directeur des examens et concours et s'en limiter à ça. Ce qui est plus important, c'est créer les conditions d'un dispositif qui ne puisse plus permettre que pareille pratique se fasse. Mais le gouvernement de cette deuxième alternance a eu à confier l'enseignement à des ministres qui ont à la limite des portes qui sont verrouillées
Pour nous qui sommes représentants de milliers d'enseignants, on ne peut pas comprendre cette attitude. Cela d'autant que je sais que si nous étions écoutés, peut-être que certaines dérives n'auraient pas eu lieu. Nous parlons à présent politique. 7 nouveaux maires du département de Vélingara se sont réunis ce vendredi matin à la permanence de l'APR. Ceci pour lancer un nouveau cadre de réflexion qui va promouvoir le développement socio-économique de leur département et travailler pour l'élargissement des bases de leur parti. Compte rendu Mohamed Habib Seye et Papsar. L'élection locale du 29 juin semble avoir servi de leçon à l'ensemble des responsables apéristes, particulièrement ceux du département de Vélingara. Ces 7 responsables de l'APR, fraîchement élus maires, ont décidé de porter sur les fonds baptismaux un cadre de réflexion d'unité pour promouvoir le développement socio-économique de leur département. On s'est rendu compte qu'il est nécessaire qu'on mutualise nos efforts en vue de créer un cadre qui va permettre de renforcer nos capacités dans le domaine de la formation, mais aussi un cadre qui va permettre de mutualiser nos efforts pour créer des centres de formation pour former particulièrement les jeunes. Et nous pensons aussi qu'un cadre de ce genre permet au parti d'avoir un interlocuteur unique pour huiler les relations entre le parti et la base. Parce que si on disperse les centres de décision, ça pose des problèmes au parti et nous pensons que ce n'est pas la meilleure façon de travailler pour le développement de notre département. Ces nouvelles édiles du Sénégal oriental ont profité de cette rencontre avec les responsables du bureau politique de leur parti pour demander plus de considération et d'être mieux impliqués dans les réalisations du plan Sénégal émergent. En fin de compte, le mot soutien, je pense que c'est, quand on le dit, bon, je pense que c'est déjà décidé. Moi je dirais plutôt, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, le maire de Kandiaï, c'est au lieu de soutien, c'est d'impliquer plutôt, puisque le plan de toute façon il va être lancé. Donc il n'y a pas forcément besoin de dire soutenez-moi, à partir du moment où tout le Sénégal va être concerné. Donc ce qui est important, c'est dans la mise en place d'impliquer vraiment ces nouveaux maires qui viennent d'être élus et qui sont vraiment au fait des problèmes que traversent leurs administrés. Et je pense qu'on va plutôt maintenant se concentrer sur ce plan Sénégal émergent plutôt que des meetings politiques. L'administrateur de l'APR, l'Alliance pour la République, prend en compte les doléances des nouveaux élus locaux et il les rassure. La demande du cadre, c'est comme qui dirait le proverbe Wolof qui dit Kowas Boudaye Gestu. Tout le monde sait que le plan Sénégal émergent prend en compte toutes les localités du Sénégal de manière transversale, tant du point de vue des infrastructures que du point de vue des aspects sociaux et économiques. Donc je pense que cet appel de ces maires-là légitimise encore le concept du plan Sénégal émergent. Le président de la République a voulu coupler le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation. C'est pour une meilleure efficacité des différents programmes. Et naturellement, le département de Vélingara, comme je vous l'ai dit également, est un département que le président porte dans son cœur. Et naturellement, tous ces élus locaux, le plan Sénégal émergent n'est pas un plan que pour les maires de l'APR, c'est un plan pour tous les citoyens sénégalais. Je puis vous rassurer qu'ils seront accompagnés n'est-ce pas, pour le développement de leur terroir. Ces 7 élus locaux triomphaient dans leur localité face aux libéraux du PDS et du Parti Réuni. Un exploit de taille salué par l'administrateur de l'APR. Et le bureau du parti demande aux autres responsables de suivre cet exemple, car seule l'union fait la force, surtout en politique. Nous parlons tout à fait d'autre chose, par exemple de la journée de la justice pour les prisonniers. L'accès au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec a été interdit à l'association sénégalaise pour la défense des droits du malade. Selon elle, la cause de ce refus est la présence des journalistes, un comportement que le président de l'association clame urbi et orbi. Nous écoutons Modi Bassoum Traoré au micro de Soda Diakoumpa.
Oui, nous ne sommes pas entrés à l'intérieur malheureusement. Pourtant, nous avons obtenu une autorisation en bonne et due forme du directeur de l'administration pénitentiaire avec des termes de référence précis. Malheureusement, à notre grande surprise, ils nous ont refusé l'accès. Ils ont dit que la presse n'était pas conviée à la visite, mais nous n'avions jamais dit que la presse sera à l'intérieur avec nous. Ce que nous avions convenu depuis le début, c'est que nous allons faire une visite avec les membres de la délégation, les personnes qui ont été citées dans les termes de référence, et que après, à notre sortie, nous faisons une déclaration à la presse, parce que je pense que la liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par la Constitution. Les journalistes, la presse ils ne sont pas des ennemis. Au contraire, c'est des personnes qui vont faire passer l'information pour les Sénégalais qui ont droit à l'information. Bon, je pense que donc la santé des prisonniers intéresse tout le monde, et je pense que la santé des prisonniers en tout cas intéresse tout le monde. La population carcérale intéresse tout le monde. Vous avez vu que les conditions de détention sont insalubres et il y a une surpopulation carcérale. C'est pour ça que nous nous sommes dit que nous nous sommes intéressés à la santé de la population carcérale, disant que actuellement les prisonniers ils ont un droit à la santé au même titre que les personnes qui sont en liberté. Autre réaction, Ansoumana John, président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux ASAM, pointe du doigt le médecin-chef du pavillon qui, selon lui, fuit ses responsabilités. Il y a des choses qui se cachent à l'intérieur de ce pavillon, donc spécial. C'est des prisonniers qui sont là, malades. Est-ce que leurs droits sont respectés, oui ou pas? C'est une question. Et puisqu'ils nous refusent l'accès, c'est parce qu'à coup sûr, il y a des choses qui se cachent dedans. Ils nous ont promis de revenir avec des termes de référence qui précisent la présence de la presse. C'est une manière de nous refuser encore l'accès. Si c'était le président de la République, si c'était le ministre de l'Intérieur, si c'était un chef religieux, les gens auraient accepté qu'il y ait la presse. Mais puisque c'est une association de défense des droits des malades, les gens ont peur qu'il soit découvert quelque chose. Mais si l'association de défense des droits des malades avait vu quelque chose de bien, c'était intéressant de dire aux Sénégalais, oui, ici il se passe de bonnes choses. Mais si c'était le contraire, elle était libre également de dire, attendez, il se passe de mauvaises choses ici. Et nous prenons acte. Nous considérons qu'il y a des choses qui se cachent à l'intérieur. Et puis l'allaitement maternel est de plus en plus délaissé par les femmes au détriment de l'allaitement artificiel, souvent dû à leur travail pour les unes ou pour garder la forme pour les autres. Mais la religion et la médecine recommandent l'allaitement pour une meilleure façon de maintenir son enfant en bonne santé, nous dit notre reporter Ndeye Maguette Kébé. La plupart des mères de famille, surtout celles qui travaillent, ont tendance aujourd'hui à faire remplacer leur sein par de nouvelles méthodes d'allaitement artificiel. Pourtant, l'allaitement maternel constitue le premier remède pour maintenir l'enfant en bonne santé avec une meilleure croissance. L'allaitement maternel est une excellente chose pour la croissance de l'enfant, en ce sens où cela permet à l'enfant d'avoir une bonne croissance, une bonne santé, une intelligence et grandir avec un épanouissement digne de ce nom. Donc je pense que quand bien même les femmes ont le droit de travailler, mais elles doivent aussi prendre en compte la santé, la croissance et l'épanouissement de leur progéniture. Même si la tâche est plus pénible pour les femmes travailleuses, certains sont d'avis que l'allaitement maternel est la bonne pratique pour une bonne santé de l'enfant. À propos de l'allaitement maternel, je peux vous affirmer une chose. Mes enfants, mes aînés sont des jumelles. Alors, quand j'ai accouché, je peux vous confirmer que je suis restée 11 mois sans travailler pour pouvoir les allaiter. Et je pense que l'allaitement maternel, il n'y a rien de tel. Parce que la chaleur que dégage la mère, en regardant son enfant dans les yeux et en lui donnant son sein, il n'y a rien de tel. Rien ne peut le remplacer. Donc ça, moi je pense que l'attachement mère-enfant passe d'abord par ça. Je suis contre les bonnes femmes qui disent qu'en allaitant,
la poitrine perd de son volume ou de sa beauté. Parce que quel que soit alpha, on souhaite du moins arriver à cet âge. Donc on ne peut pas avoir une poitrine qui tient debout toute une vie. Donc moi je préfère avoir mon enfant, sentir la chaleur de mon enfant sur moi que de préserver ma poitrine. Donc on peut concilier boulot et allaitement. Pourtant, les religions révélées sont catégoriques en ce qui concerne l'allaitement maternel et l'islam est intransigeant là-dessus. 2 ans recommandés pour les bébés garçons contre 1 an et demi pour les filles. Dieu dit dans le Coran, par rapport à l'allaitement, 2 ans, minimaxi 2 ans. L'allaitement est obligatoire pour toute femme qui est en bonne santé. Parce que c'est l'islam qui le demande. L'allaitement maternel est d'une importance capitale pour la vieille génération à cause de ses multiples bienfaits qui permettent de maintenir sa progéniture saine. Il faut allaiter les enfants avec le lait maternel pour lutter contre les maladies telles la diarrhée et la malnutrition. Mais les filles d'aujourd'hui ont tendance à ne pas allaiter pour cause le manque de temps dû au travail ou pour ne pas voir leur sang chuter. Et pourtant, moi je travaille mais je n'ai jamais donné le biberon à mon enfant. Les recherches scientifiques découvrent encore aujourd'hui l'importance de l'allaitement maternel. Le lait maternel est complexe et inimitable. Le geste d'allaiter dépasse la nutrition. C'est une façon d'entrer en communication. Nous restons dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck, a appelé ce vendredi à Dakar les populations sénégalaises à faire preuve de vigilance et de sérénité pour observer de leur mieux les mesures d'hygiène édictées pour faire face à la fièvre hémorragique Ebola. C'est une épidémie qui ne va peut-être pas épargner le Sénégal, la France ou les États-Unis. Il faut que les gens gardent leur sang-froid, fassent preuve de beaucoup de sérénité et prennent des mesures en se lavant régulièrement les mains avec du savon et de l'eau de javel, a-t-elle déclaré. La maladie continue de se propager en Afrique de l'Ouest, même si la maladie reste concentrée sur la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et puis l'Organisation mondiale de la santé en appelle à une réponse internationale coordonnée face à la propagation du virus Ebola qui a fait 932 morts sur les 1711 cas recensés. Selon un bilan dressé le 6 août, l'épidémie ne cesse de s'étendre. Le Libéria et la Sierra Leone sont sous état d'urgence. Un cas suspect est en cours d'analyse au Bénin. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola doit être considérée comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Une réponse internationale coordonnée est essentielle pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola, insiste l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui souligne le fait que l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis 4 décennies. La directrice de l'OMS appelle la communauté internationale à agir au plus vite. Margaret Chan juge que les pays touchés ne peuvent faire face par eux-mêmes. L'OMS s'est basée sur les conclusions du comité d'urgence de l'OMS qui s'est réuni mercredi et jeudi à Genève et a été unanime sur la gravité de l'urgence de santé publique mondiale que constitue le virus Ebola. L'épidémie de fièvre hémorragique a déjà fait 933 morts sur les 1711 cas suspects, probables ou confirmés, répertoriés selon un bilan dressé le 7 mai par l'OMS. La propagation s'accélère et le taux de mortalité ne cesse de croître. 45 malades sont décédés sur la seule période du 2 au 4 août. Les 2 pays les plus touchés, le Libéria et la Sierra Leone, ont décrété l'état d'urgence. L'armée a été déployée pour installer des barrages visant à limiter les déplacements des populations. Un prêtre espagnol qui avait contracté la maladie au Libéria a été rapatrié en Espagne. 2 patients ont également été rapatriés aux États-Unis où ils ont bénéficié d'un traitement au sérum SMAP, un médicament qui n'a pas encore subi les procédures de tests cliniques complets et n'avait jusqu'alors été uniquement testé sur des singes.
De la littérature dans cette édition avec ce livre de Jean-Dip Ndour, un originaire de Nguédiène qui vient d'être publié ce jeudi à la Maison de la Culture d'Outasek. La séance de dédicace a eu lieu en présence du ministre d'État et maire de Nguédiène, Ousmane Tanor Diam, et également en présence de nos reporters que sont Ndaye Amina Gueye et Mariam Si. Itinéraire d'un enfant d'Afrique, cet ouvrage du natif de Nguédiène, Jean-Dip Ndour, retrace en quelque sorte le parcours d'un enfant africain, en revenant sur les valeurs africaines en passant par de nombreux points de la société. Itinéraire d'un enfant d'Afrique, je l'ai choisi. Bon, la question a été soulevée, j'aurais pu dire itinéraire d'un enfant du terroir ou d'un enfant de Joal Fadjouch. J'ai choisi itinéraire d'un enfant d'Afrique parce que, comme je l'ai noté, j'ai un ami ivoirien qui a eu à lire le manuscrit. Et effectivement, il m'a dit, mais je ne t'ai pas donné le droit de raconter mon histoire, j'ai l'impression que tu parles de moi. Et donc forcément, au-delà de l'histoire du petit Dib, au-delà de mon histoire, c'est l'histoire de tout enfant africain. Nguédiène, un village qui depuis toujours a vu la collaboration entre catholiques et musulmans. Ainsi, ayant grandi sous cette atmosphère, Jean-Dip Ndour, dans son livre, marque une pause sur le dialogue islamo-chrétien, un sujet qui s'invite toujours dans les débats en Afrique, surtout au Sénégal. Ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est le dialogue islamo-chrétien. Parce qu'effectivement, comme ils l'ont bien expliqué, je vis en Occident, en France, et l'image qu'on a de l'Afrique, et surtout dernièrement l'image qu'on a de l'islam, c'est le terrorisme, c'est la guerre, c'est Boko Haram au Nigeria. Et effectivement, j'ai voulu montrer qu'il y a une autre Afrique avec son islam, l'islam du village. On l'a si bien noté, il y a énormément de familles ici, mais la plupart, il y a pas mal de gens, que ce soit à Nguédiène ou à Joal Fadjouch, la moitié de la famille est chrétienne, l'autre moitié est musulman. Jean-François Bokandé, cet homme qui a marqué l'histoire sportive de son pays, a également motivé l'auteur de ce livre à prendre sa plume pour revenir sur le parcours de cette star du ballon rond. Comme je l'ai dit dans le livre, quand on était gamin, il y avait une petite télé, c'est la seule télé du village. Et pendant les matchs de foot, il y avait tous les gamins, on était par terre à regarder. Et on voyait ce Jules, ce monsieur au Rasta. Et effectivement, il se donnait corps et âme pour sa patrie. Et malheureusement, de nos jours, ce genre de personnage se raréfie. Et il faudrait véritablement qu'on s'en imprègne, qu'on n'attende pas que les personnes soient parties pour les glorifier. Ousmane Tanor Diam, le ministre d'État, par ailleurs maire de Nguédiène, a présidé cette cérémonie de dédicace du livre et s'en réjouit. Je le félicite pour avoir su, à travers de petites situations, de petites histoires, vraiment décrire la grande histoire, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, ce qui nous sommes, ce qui explique beaucoup des traits de notre comportement. Et je crois qu'il faut l'encourager. Quand il parle de son père, c'est-à-dire le vieux que moi-même j'ai connu, puisque nous sommes de la même génération, je m'y retrouve. Et je crois que c'est ça qui est important. Et tous ceux qui étaient là, de sa génération plus jeune ou moins jeune, se retrouvent dans ce qu'il a écrit. Jean-Dip Ndour, un jeune qui vient de faire son entrée en vigueur dans le monde de la littérature avec cet ouvrage de 175 pages qui reflète la vie de tout un continent, compte bien poursuivre son chemin avec d'autres publications. Amina Gueye, mais rien n'explique ces tirs de roquettes palestiniennes. La trêve a expiré ce vendredi à 8 h dans la bande de Gaza et les hostilités ont repris ce vendredi matin avec des tirs de roquettes palestiniennes et une riposte de frappe israélienne après l'échec de négociations au Caire pour prolonger le cessez-le-feu en vigueur depuis mardi. Plus de 1900 personnes ont déjà péri depuis le début de l'opération Bordure protectrice le 8 juillet. Les hostilités ont repris presque immédiatement après l'expiration du répit de 72 heures ce vendredi matin. Un enfant de 10 ans a été tué dans un bombardement à Gaza, selon les services de secours palestiniens. L'Égypte appelle ce vendredi après-midi Palestiniens et Israéliens à revenir à la table des négociations. Près de 1900 Palestiniens, 63 soldats et 3 civils israéliens ont été tués depuis le 8 juillet. Le Hamas a annoncé ce vendredi matin qu'il ne prolongera pas le cessez-le-feu de 72 heures dans la bande de Gaza. Au moins 5 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza, juste après l'expiration de la trêve. Peu avant 11 h heure locale, l'agence Reuters annonçait une énorme explosion et une colonne de fumée sur le territoire. Le premier ministre israélien Netanyahou avait ordonné à l'armée de répondre aux attaques de roquettes venant de la bande de Gaza. Ce matin, après la reprise des tirs de roquettes entre Israël, les forces armées ont ciblé des sites terroristes
terroristes dans la bande de Gaza, indiquait l'armée israélienne dans un communiqué. L'aile droite de la coalition gouvernementale a demandé d'aller cette fois jusqu'au bout. Des responsables des pouvoirs locaux dans le sud d'Israël critiquent eux aussi le gouvernement. La défense passive en Israël a imposé de nouvelles restrictions. Les rassemblements de plus de 300 personnes sont interdits et l'ouverture de la saison de football qui devait avoir lieu samedi a été ajournée. Un premier bilan de la matinée fait état de 35 roquettes tirées sur Israël depuis ce matin, 8 heures heure locale, 2 Israéliens blessés, ainsi qu'une maison touchée de plein fouet. Les roquettes étaient dirigées contre les agglomérations du sud du pays. Dans le registre de la violence, nous notons également l'Irak. Celle-ci est loin de connaître son épilogue. C'est le tour de la minorité chrétienne de subir les exactions des groupes terroristes. Menacés de disparaître sous l'ambiance criminelle du feu et des calibres, ils optent finalement de s'éloigner du danger et procèdent à l'exode. La réaction de la communauté chrétienne ne s'est pas fait entendre. Mieux, la France invite l'Organisation des Nations Unies à se pencher sur ce phénomène. En Irak, les djihadistes de l'État islamique se sont emparés jeudi de la plus grande ville chrétienne du pays et auraient pris un barrage hydroélectrique près de Mossoul. Des dizaines de milliers de personnes appartenant à des minorités religieuses chrétiennes ont fui vers Kurdistan autonome. Les combattants kurdes qui défendaient Karakosh avaient abandonné les postes de défense de la ville avant même l'arrivée des djihadistes. Les Peshmerga passent pourtant pour les forces les plus efficaces d'Irak. Ces combattants kurdes ont fait leur réputation en affrontant sans relâche les troupes de Saddam Hussein dans les montagnes de Kurdistan, mais les soldats avec le plus d'expérience sont partis depuis longtemps. Qui plus est, aujourd'hui, l'armée kurde manque cruellement de moyens en raison des problèmes de trésorerie de l'État autonome du Kurdistan et de sa prise de contrôle des territoires abandonnés par l'armée irakienne. Cela pèse sur le financement et l'entraînement des troupes. Je vous le disais également dans les titres, et puis c'est officiel, à 36 ans, l'international ivoirien Didier Drogba vient d'annoncer la fin de sa carrière internationale avec les éléphants. Vous l'avez compris, c'est l'ouverture de la page acrobatique ou sportive de la grande édition. Le ministre des Sports Matarba a procédé hier jeudi dans le salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor une cérémonie de remise de diplôme destinée à 285 techniciens et officiels qui ont bénéficié de sessions de formation concernant 5 disciplines sportives que sont le football, la natation, l'athlétisme, le volleyball et le relais. En effet, les récipiendaires sont venus des régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Fatick, Kaolack et Ziguinchor. Les travaux de réfection du stade Léopold Sédar Senghor sont exécutés à 98% pour le moment. D'après l'entrepreneur du chantier, les grandes réhabilitations effectuées dans le stade sont la pelouse, la toiture, la salle antidopage, les barrières et le tunnel menant les joueurs sur le terrain. Si pour le moment tout semble réglé pour que le peuple sénégalais voit son équipe évoluer à domicile pendant les qualifications de la CAN 2015, il faut souligner que le test de l'éclairage du stade mercredi prochain doit être d'abord concluant pour entrevoir une quelconque réception d'adversaires. Le championnat de France de Ligue 1 saison 2014-2015 débute ce vendredi avec notamment le déplacement du champion sortant, le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Reims. Selon France Football, le FC Metz, promu en première division française cette année, est le club qui compte dans son effectif le plus de Sénégalais. Outre l'attaquant Diafra Sakho, élu meilleur joueur de la Ligue 2 la saison dernière, la formation mécène compte 4 autres lions, à savoir Mayo Rondoy, Bounassa, Moussa Gueye et le transfuge de Grèce Girandao. Ils sont 23 Sénégalais cette saison en quête du titre de champion de France de première division.
Le championnat de Ligue 2, quant à lui, a démarré depuis la semaine dernière avec pas moins de 174 Africains, donc 35 du Sénégal, ce qui place le pays de la Teranga au premier rang des nations africaines les plus représentées de la deuxième division française. Pour l'heure, le sélectionneur Alain Giresse est en France pour superviser ses poulains en vue des 2 premiers matchs de l'équipe nationale en éliminatoire contre les pharaons d'Égypte et les zèbres du Botswana le mois prochain. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale. C'est ainsi que Didier Drogba a annoncé sur son site officiel son désir de ne plus porter le maillot orange de sa sélection. L'attaquant ivoirien du club anglais de Chelsea dit avoir passé en équipe nationale 12 années riches en émotions. Il a toujours été important pour moi de donner le meilleur de moi-même pour mon pays, affirme-t-il. Le désormais ex-capitaine des éléphants prend sa retraite internationale après avoir pris part à 3 phases finales de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, d'abord en 2006, puis en 2010 et enfin en 2014. L'attaquant ivoirien de 36 ans qui a remporté la Ligue des Champions en 2012 avec le club londonien de Chelsea n'a cependant... Clap de fin également de cette grande édition. Merci de votre attention. Merci également à Alou du côté de la réalisation et à toute l'équipe de la rédaction qui a permis la réalisation de cette édition. Je ne cesserai de le dire. Quant à vous, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir et bonsoir.